Bienvenue sur Actu Prime TV. Nous recevons aujourd'hui Dr Juliette Dionté, qui est psychologue. Si vous permettez que je vous présente comme ça, une citoyenne africaine originaire du Cameroun vivant en France. Ça vous va? Tout à fait. Ça me va très bien. Voilà, donc vous êtes enseignante chercheuse associée à l'Université Grenoble-Alpes et consultante en psychologie du travail et des organisations. Et depuis mars 2002, vous collaborez également avec le département psychologie de l'Université Cheikh Anta Diop. Je vais m'en tenir à ça parce que vous avez un CV très riche, il faut le dire, il faut le reconnaître, et assez long que je ne peux pas évoquer ici, mais déjà, ce profil de vous montre déjà qui vous êtes. Et c'est pourquoi nous nous sommes adressés à vous pour le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. J'ai omis de vous dire bonjour, docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi et merci également pour l'intérêt que vous portez à ce que l'université, à ce que la science peut apporter à la compréhension du monde, puisque les connaissances qui sont développées à l'université ne sont pas pour uniquement le savoir, mais finalement, c'est pour nous permettre de mieux comprendre notre environnement et mieux nous comprendre. Et juste une petite correction, en fait, c'est depuis mars 2022 que je collabore avec le département de psychologie de l'Université de Dakar, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que nous avons été présentés. J'en profite pour saluer docteur Léna Ngom, avec qui j'étais dans le même labo, avec qui nous avons préparé une thèse à l'Université Grenoble-Alpes en France. Voilà, un grand merci au docteur Léna Ngom. Maintenant, nous allons dans le sujet en disant, j'ai commencé par dire que l'homme est le produit de son milieu. Donc, le milieu détermine plus ou moins son comportement. C'est dans ce milieu qu'il peut tirer les valeurs qui déterminent ce comportement-là. Et ça peut être des éléments qui viennent de sa culture, de son éducation, et de sa formation tout le long du circuit, depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université, s'il a eu la chance de faire ce parcours. Ça peut lui venir également de la famille, l'éducation qu'on lui apporte dans la famille, dans le quartier, dans le village, et puis dans le pays, pourquoi pas, parce que chaque pays a son orientation sur le plan éducation et sur le plan culture également. Bref, il y a tout un ensemble de phénomènes qui peuvent déterminer le comportement d'un individu, et c'est la somme des individus qui forment la masse, donc le comportement d'une masse. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde envahi par les nouvelles technologies de l'information également qui jouent le rôle avec les médias traditionnels qui sont déjà là, c'est-à-dire la radio, la télévision, le livre, les journaux, mais également il y a l'Internet avec les nouvelles technologies de l'information, notamment le smartphone, et avec tout ce qu'on peut y trouver. Et aujourd'hui, on peut se demander qu'est-ce qui domine dans la détermination du comportement de l'individu et par ricochet des masses. Qu'est-ce qui est le plus déterminant dans le comportement des individus et des masses? Je tiens à préciser que la psychologie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne se réduit pas au divan. La représentation que l'on peut avoir de la psychologie de manière générale, c'est cette personne qui ne va pas bien et qui serait potentiellement diagnostiquée folle. Mais non, il ne s'agit pas toujours de folie, mais c'est pour comprendre aussi les phénomènes sociaux que nous vivons au quotidien. Et de ce point de vue, la psychologie est différente de la sociologie, je préfère poser comme ça d'entrée de jeu, dans la mesure où nous étudions le comportement humain. C'est d'abord l'individu et la psychologie sociale qui est un support théorique à la psychologie du travail des organisations, mais pas que, parce que nous allons mobiliser d'autres domaines de connaissances. La psychologie clinique également pour pouvoir comprendre l'humain. Et qui dit clinique dit en face à face, c'est l'homme, c'est le patient, la personne observée dans un lit, et on l'examine finement. Donc, on va vraiment analyser pour comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Mais comme nous le savons, la science étant au service de la société, nous partons de ce que nous savons. De manière générale, on nous dit
dis-moi avec qui tu marches, dis-moi avec qui tu passes du temps, et je te dirai qui tu es. N'est-ce pas? Vous savez, vous connaissez certainement cet adage. Nous savons également que la plupart du temps, on entend répéter, nous sommes la somme de nos expériences. C'est-à-dire que qui vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous faites à l'instant présent, mais dans tous les cas, l'être humain que vous êtes la somme de tout ce que vous avez vécu, partant du temps de la conception. C'est-à-dire, lorsque vous êtes venu au monde et les soins qu'on vous a apportés, tout cela participe aujourd'hui à expliquer, à montrer, à déterminer qui est Kadiali Diakité. Et donc, il en va de même pour moi. Alors, de ce point de vue-là, lorsque nous souhaitons comprendre l'humain, qu'est-ce qui détermine sa conduite aujourd'hui dans une société? C'est dire que cette personne-là, elle est au milieu des autres, elle va tenter de comprendre. Elle a besoin même de comprendre parce qu'il faut qu'elle choisisse une réponse. Nous avons de nombreuses sollicitations autour de nous et justement, la numérisation de la société constitue une source supplémentaire de sollicitation. C'est-à-dire, ça ne vient pas exclure ce qui a préexisté, ce qui existait avant les réseaux sociaux, le téléphone mobile, toutes ces sources qui mobilisent, qui sollicitent notre attention, ça ne vient pas exclure ce qui existait. C'est donc dire que l'être humain a besoin de s'ajuster, il a besoin d'analyser pour apporter des réponses qui lui semblent pertinentes. Docteur, vous venez de dire dans votre explication préliminaire que en psychologie, vous vous intéressez surtout à dites-moi qui vous fréquentez, je vous dirai qui vous êtes. Et aujourd'hui, on remarque beaucoup plus, d'une manière générale, que les individus qui constituent la société fréquentent beaucoup plus, en tout cas, se laissent accompagner ou se laissent tenir compagnie beaucoup plus par les smartphones que par les êtres humains comme eux. Est-ce que cela ne pose pas des questions? Je vais corriger. J'ai pris l'exemple sur cet adage comme introduction parce que c'est ce qui nous parle tous. Mais concrètement, la psychologie étudie le comportement humain en société. Il s'agit de comprendre les différentes réactions de l'être humain dans une situation donnée. C'est dire qu'un comportement sorti de son contexte, par exemple en psychologie, n'a pas de sens. On ne peut comprendre un comportement que bien situé dans un contexte. Et de ce point de vue-là, une démarche qui est celle d'un scientifique et que j'aime bien adopter, est celle-là qui nous donne à considérer le comportement à partir des premières lettres de l'alphabet A, B et C. A pour les affects, ce que la personne ressent, puisque quand je suis devant une situation, j'analyse et ça m'apporte, je ressens des choses. Il y a des émotions qui sont réveillées, alors j'éprouve des choses. B pour behavior, qui correspond à l'ensemble des réactions, c'est-à-dire voilà comment je réagis, les réponses que je peux apporter dans la situation donnée, et cognition, C pour cognition. C'est le système de traitement de l'information. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans cet échange, vous entendez un certain nombre de choses que je dis, vous les traitez, vous les analysez avec en perspective la préoccupation qui est la vôtre, comprendre ce qui détermine les choix des personnes aujourd'hui dans un environnement tel qu'il se présente aujourd'hui. Et en fait, vous allez sélectionner un certain nombre d'informations en omettant certaines. C'est le processus de tri et de sélection de l'information, ce qui nous amène donc complètement à montrer que, en réalité, aujourd'hui, ce qui peut permettre de comprendre plus ou moins finement en fonction des outils qu'on va mobiliser pour analyser le comportement, ça va être d'abord le processus de construction de sens, la perception, comment les personnes voient les choses, comment est-ce qu'elles font le tri et la sélection, en fait, qu'est-ce qui les intéresse le plus? Qu'est-ce qui fait que les personnes vont être orientées vers une source que vers une autre? Et de ce point de vue-là, les personnes vont là où il y a le plus de personnes. Cela relève de ce que nous appelons les processus d'influence sociale. Il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Alex Mukeli qui a écrit « Toute communication est une tentative d'influence ».
toute communication est une tentative d'influence. C'est dire que là où il y a du mouvement, là où on communique, là où il se passe quelque chose, les gens vont y aller. Alors, qu'est-ce qui fait que les personnes se dirigent en masse vers ces réseaux sociaux? Et de ce fait-là, les réseaux sociaux sont ce lieu où les personnes se sont réfugiées, où les personnes en sont allées trouver, on va dire, les sources de satisfaction des aspects affectifs. Les gens vont là où ils vont trouver une réponse adéquate ou tout au moins satisfaisante, même si c'est un leurre, même si c'est ponctuel, même si c'est éphémère, aux questions affectives. Et la plupart du temps, comment est-ce que l'esprit humain fonctionne? Nous savons que la foule ne pense pas, elle agit. C'est-à-dire que lorsque le plus grand nombre se conduit d'une certaine manière, peu importe, même si elle se trompe, nous avons tendance en tant qu'individu à nous laisser porter par le mouvement, à moins d'avoir un niveau de contrôle. On parle de locus of control, le lieu de contrôle assez élevé où nous questionnons vraiment l'intérêt de nos actions pour pouvoir résister. Mais c'est très difficile de résister parce que la tendance est plus simple il est plus simple de suivre la tendance plutôt que de choisir, de faire des choses, surtout quand ça va à contre-courant. Cela relève de ce qu'on appelle le conformisme. Donc, vous avez votre réponse. Il y a les questions de perception, le tri et la sélection des informations qui paraissent pertinentes. Et dans cette tri-là, ce qui va être prédominant, ça va être les éléments qui viennent correspondre, qui viennent nourrir les besoins affectifs prioritairement. Les autres aspects comptent aussi, mais en fonction des situations, ça va varier. Et il y a également le processus d'influence sociale qui fait que par conformisme, les personnes vont souvent vont adopter un certain type de comportement, non pas parce que cela leur correspond vraiment, cela est en alignement avec qui ces personnes sont, mais c'est que c'est plus simple. En fait, d'un point de vue cognitif, on est plus à l'aise si on n'est pas différent, si on n'est pas à part. Il y a cette peur d'exclusion. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il y a ce besoin humain en nous, il y a ce besoin de faire corps avec les autres, dans la mesure où c'est dans le regard de l'autre que finalement je me construis. C'est à travers le regard de l'autre que mon individualité prend forme, que mon identité se construit. Je ne suis ce que je suis qu'au final, si les autres me reconnaissent comme tel, si les autres valident qui je suis. Et donc, c'est dans la course à la quête de cette reconnaissance-là, à la quête de la satisfaction de, voilà, je fais corps. Ici, je pense au groupe de référence, au groupe d'appartenance. Ah oui, nous sommes de telle communauté, mais regardez, j'ai tel nombre de followers. Ah oui, c'est sûr que je suis intéressant. Ça vient donc nourrir certains aspects d'estime de soi. Ça vient apporter un certain contenu à l'identité qui on est. Ah oui, je suis reconnu. Alors, les personnes y vont par masse, par facilité, parce que c'est l'air du temps. Docteur, tous ces éléments que vous venez de décrire de la société et de l'individu, on a aujourd'hui l'impression que cela se manifeste beaucoup moins dans les relations interpersonnelles directes qu'à travers l'intermédiaire des smartphones, en tout cas des plateformes numériques. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Oh, je ne serais pas aussi catégorique, hein, M. Diakali. Je ne serais pas aussi catégorique. En fait, la société est multiple et dynamique. Là, elle est très évolutive. C'est-à-dire que nous avons dans un besoin d'organisation, et de gestion de notre équilibre individuel, notre cerveau tend à nous convaincre de ce que les choses jouissent. Tout ce qui est écran, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'addiction, hein, c'est-à-dire à force d'y aller, on va être déterminé par ça. Au final, on ne contrôle plus correctement ses comportements, mais on y va, mais vraiment, il y a ce besoin qui s'impose à nous et on y va même malgré soi. Mais de l'autre côté, nous avons encore j'ai envie de dire, des groupes
euh, des groupes qui fonctionnent de manière un peu, je vais dire plus traditionnelle. Je préfère employer l'expression traditionnelle du point de vue humain, c'est-à-dire qu'on va être dans l'échange, on va vraiment avoir en perspective, en objectif d'être à l'écoute les uns des autres, d'être là pour l'autre, de construire des liens. Justement, c'est ça qui fait que notre monde est en équilibre. Même si, de temps en temps, on va voir qu'il y a une tendance qui semble prendre le dessus, mais heureusement qu'il y a ce contrepoids également du traditionnel qui vient apporter un certain équilibre. Parce qu'on peut se demander, mais qu'est-ce que ça serait si tout le monde, au final, se focalisait et se construisait uniquement au travers de ces différents écrans? Ça serait terrible, il faut croire. Mais pas tant que ça, parce que l'homme est doté d'une intelligence mais extraordinaire. Nous n'exploitons pas toute notre intelligence. Si on le faisait, mais de toutes les façons, si on a survécu jusqu'ici à toutes les crises, à toutes les catastrophes, et que l'on continue d'avancer en dépit de tous les signaux qui sont alarmants, pour ne pas dire alarmistes, ben, c'est parce que nous avons bien cette capacité de réfléchir, d'anticiper sur les situations. Mais aujourd'hui, il ne faut pas croire, c'est vrai que lorsqu'on va analyser, lorsqu'on va traiter l'information, en regardant ce qui est diffusé de manière générale, ce que les médias nous apportent, on peut croire que effectivement la plupart des personnes fonctionnent sur ce modèle. Non, non, c'est pas vrai, parce que et là, ça nous amène sur les questions de valeurs. Quelles sont les valeurs des personnes? Puisque au final, ce que l'on va rechercher et donc le besoin qu'on veut satisfaire, il est besoin parce que nous avons analysé et que nous lui avons accordé une certaine valeur. Je m'explique concrètement. D'ailleurs, nous avons un modèle en psychologie sociale cognitive. C'est un modèle qui date des années 60, mais qui reste très opérationnel. C'est une approche cognitive des motivations proposée par un certain Vroom, qui montre que la valeur que la personne accorde à ce qu'il attend, au résultat qu'il attend. Quand je parle d'attente ici, c'est vraiment le résultat qu'il va obtenir. Donc, le comportement de la personne ne peut être compris que par rapport à la valeur accordée au résultat. Pas seulement au résultat, mais que vaut ce résultat à mes yeux. Et il y a également, puisque la valeur de ce résultat-là va déterminer, ce de manière multiplicative, les efforts que la personne va fournir à déployer un comportement et à persévérer dans ces efforts-là. Et tout cela va faire en sorte que si à un seul moment donné, la personne pense que les efforts qu'il fournit ne lui permettront pas de satisfaire les attentes, il n'ira pas, le comportement ne durera pas. Et de la même manière, si les résultats au final ne sont pas si intéressants, la personne, au final, va arrêter de produire un comportement. Non, si nous partons de ce comportement, de ce modèle, de cette approche qui s'appelle modèle vie, c'est-à-dire nous avons la valence, l'instrumentalité en termes d'effort, et nous avons au final les expectations ou encore les attentes de résultats. Donc, si nous restons sur ce modèle-là, nous voyons que en réalité, les personnes manifestent des comportements, déploient des comportements en fonction de ce qui leur semble pertinent pour rester en équilibre, pour être bien. Chacun de nous en permanence fait des choix, sélectionne, décide de faire une chose et d'ignorer une autre. Lorsque j'écoute, il y a plein de bruit autour de nous, mais nous ne les écoutons pas tous. De toute façon, nous ne les retenons pas tous dans la sélection des informations. De la même manière, nous ne prenons pas tout ce que nous voyons, on décide de focaliser notre attention sur certains éléments. Mais en fait, notre cerveau le fait en fonction de ce qui a de la valeur, ce qui est important pour nous. Et ce qui est important ce que notre cerveau considère comme important pour nous, ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire, de ce que je répète, le type de pensée que je nourris en permanence. Quel est le monologue interne que j'ai avec moi-même? Vous savez, en général, l'être humain n'est jamais seul. C'est Socrate qui disait chaque être humain porte sa société en lui-même.
chaque être humain, où que nous soyons, le matin quand je me lève, pour sélectionner, pour décider de quel accoutrement je vais me vêtir, je vais me présenter, quel sera mon accoutrement aujourd'hui lorsque je me présente au public, mais déjà j'anticipe sur le public et ce qu'il peut attendre, j'anticipe sur les lieux, mais en même temps, j'intègre les normes sociales dans toutes ces décisions. Donc, le simple fait même de me présenter ou d'afficher un comportement ou de me réclamer comme appartenant à une certaine communauté, tout cela renseigne déjà sur mes groupes d'appartenance, sur ce qui semble important, valoriser, ce qui est considéré comme étant une norme dans ces groupes-là. Parce que ce qui va faire que je me sente appartenir et que je sois reconnue par ce groupe-là, par cette communauté-là, c'est ma capacité à connaître les normes, les respecter et même incarner ces normes-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Docteur Juliette Dionté, je voudrais vous demander, dans le monde actuel, quel est le sort qui sera réservé aux relations humaines directes? Le sort réservé aux relations humaines directes, vous me direz si j'ai bien compris, quand vous parlez de relations humaines directes, vous faites référence au face-à-face, aux relations que les personnes peuvent entretenir dans les foyers. Oh, j'ai envie de dire, notre cerveau est à notre service. Notre cerveau est à notre service. Et il se trouve que nous avons toutes les ressources autour de nous. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur les stratégies d'autorégulation. Les stratégies d'autorégulation sont les stratégies d'ajustement qui intègrent les connaissances, ce que je sais, et la capacité également de prendre en compte les éléments de contexte. Et dans ce processus-là, la capacité à aller chercher de la ressource, c'est-à-dire que je ne sais pas parce que j'ai évalué la situation, j'ai évalué mes compétences et je décide donc d'aller chercher une ressource parce que j'ai des objectifs. Tous ces éléments-là, au final, relèvent d'une forme d'intelligence qui nous permet ou qui garantit même notre vie, qui nous permet de demeurer en vie et de garantir notre vie. Et par rapport à cela, le principe même d'homéostasie, vous savez, le principe d'équilibre qui nous oblige à changer. Je fais confiance aux stratégies d'ajustement des humains et qui rappellent un peu notre intelligence. Jean Piaget donne plusieurs définitions de l'intelligence. Il y a une qui, notamment, retient particulièrement mon attention. C'est celle-ci. L'intelligence, ce n'est pas ce que je sais, mais ce que je fais quand je ne sais pas. C'est donc dire que les pronostics ne peuvent être qu'estimatifs en réalité, parce que c'est en situation que l'être humain va opérer des choix et prendre des décisions. Et en général, cette décision-là, c'est pour la vie. Moi, je fais confiance en ce qu'aujourd'hui, le monde garde son équilibre en partant de ce que, au final, le tissu social est composé de différents types d'êtres humains et que certaines valeurs traditionnelles perdurent. Ce à quoi je fais référence lorsque je parle de valeurs traditionnelles, ça va être des valeurs qui promeuvent vraiment l'humain, qui promeuvent la vie au sens, j'ai envie de dire au sens premier du terme. Le sens premier, c'est-à-dire à partir du moment où on sait que nous sommes, lorsqu'on définit l'être humain comme étant un animal social, parce que nous portons en permanence notre société dans notre tête, où que nous allions, nous ne sommes jamais seuls. Et il y a l'amour, parce que sans l'amour, on ne peut rien. L'amour pour autrui, l'amour pour soi, la capacité d'être charitable, prendre soin. Il est vrai qu'il y a toutes sortes d'études. Hein. Il est clair que ce que je vous apporte, ce n'est que suivant la perspective
des théories que moi-même j'utilise, que j'étudie et que finalement je déploie dans mes interventions et dans la formation que je donne aux étudiants. Mais dans tous les cas, il y a ce besoin de vie, il y a l'instinct de vie qui fait que nous allons préserver l'espèce, quoi qu'il advienne. Il y a toujours des extrêmes, il y a toujours des extrêmes, ceux qui vont prêcher ou la disparition de la société, ainsi de suite. Mais je crois à la capacité de l'humain à pouvoir s'ajuster, s'autoréguler. Et l'essentiel réside finalement dans la façon dont les groupes humains, en partant des familles, le petit noyau, parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple toutes sortes d'orientations de croyances, des croyances religieuses, nous avons, enfin, il y a toute forme de croyance. De toutes les façons, il y a ce que nous croyons en réalité qui nous arrive. C'est-à-dire, dans les perspectives, ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Nous avons, par exemple, le sentiment d'efficacité personnelle. Ça va être ce que je crois. C'est-à-dire, quand je vous tiens le discours selon lequel les valeurs qui nous animent, le caractère... le caractère multiple de la société, du fait même des différences individuelles et des profils différents. C'est ça même qui va pouvoir maintenir l'équilibre, puisque tout le monde ne peut pas faire la même chose. Et les valeurs traditionnelles sont celles-là qui vont nous aider à pouvoir nous ajuster, à trouver le juste équilibre. Et ça repose essentiellement d'abord sur la vie. Et la vie, elle n'existe que grâce à l'amour. C'est vrai que le contenu qu'on donne à cet amour-là, peut varier d'un individu à un autre. Mais je parle de cet amour sain, S-A-I-N, cet amour qui perpétue la vie, cet amour qui fait qu'on puisse prendre soin des autres, mais sachant qu'on ne peut prendre soin des autres qu'à l'image du soin qu'on nous apporte à nous-mêmes. Donc, c'est notre capacité à nous préserver l'espèce, notre capacité à rester en vie, en fait, qui va nous permettre d'avancer vers quelque chose toujours d'ajuster, d'équilibrer. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on s'y mette. Lorsqu'on regarde aujourd'hui l'évolution des connaissances, hein, on en revient à ce que l'essentiel réside dans l'humain. C'est-à-dire, les dernières études, par exemple, aujourd'hui, montrent que la performance au travail, la productivité, l'engagement au travail, ne relève pas des besoins pécuniaires, ne relève pas au final de l'argent qui semble occuper tant d'espace, qui semble avoir beaucoup d'importance, mais c'est la reconnaissance que les personnes cherchent au travail. Non, c'est dire donc que cette question d'amour, elle est fondamentale. Où est-ce qu'on va? On va vers un environnement qui va demander de plus en plus d'ajustements, où il sera très important pour les familles d'être attentives aux valeurs qu'on transmet, qu'on inculque, sachant que le système avec lequel l'humain fonctionne est celui de l'influence et celui du conformisme. Donc, plus la famille sera structurée, plus les familles vont s'orienter vers une définition de contenu stable, consistant, en termes de quel est l'amour que je sème dans l'enfant qui arrive, quel est l'amour que nous portons aux différents membres de la famille. En fait, plus les personnes seront équipées pour pouvoir négocier de manière réussie les rapports, les interactions avec tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui peut venir distraire, perturber, amener des personnes à être tout sauf stables, sauf alignées. Et c'est ce qui va prévaloir. Donc, l'être humain rebondit, l'être humain s'ajuste, l'être humain s'autorégule. L'être humain est intelligent. Il est capable de mobiliser cette intelligence. Et moi, j'ai bon espoir pour demain. C'est là une bonne perspective que vous dessinez, docteur Juliette Dianté. Et c'est l'occasion également pour nous de clôturer cet entretien qui a été assez riche en informations. Nous vous remercions beaucoup tout en rappelant que vous êtes docteur en psychologie et enseignante et chercheuse associée à l'Université Grenoble-Alpes et consultante en psychologie du travail et des organisations. Vous êtes également depuis mars 2022, vous collaborez avec le département de psychologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Dakar, où je me trouve moi aujourd'hui, en ce moment où je parle avec vous. Et vous, docteur Juliette Dionté, citoyenne africaine d'origine camerounaise et vivant en France. Merci Tout à beaucoup. fait, à Grenoble. Merci à vous.